Les Appalaches du Sud en automne semblent avoir été créées par la nature pour inciter les hommes à s'y attarder. Des crêtes se dressent jusqu'à l'horizon chacune plus sombre que la précédente. Les forêts de feuillus flamboient d'or et de cuivre sous la lumière d'octobre. Pendant des millénaires, cette région fut le cœur du territoire Cherokee. L'ouest de la Caroline du Nord, l'est du Tennessee, les hautes vallées du nord de la Géorgie. Et pendant la majeure partie de cette période, l'histoire semblait simple. Les Cherokees étaient un peuple du Sud-Est. Leurs racines se trouvaient ici dans ces montagnes, dans les rivières qui les traversaient dans les tertres et les sites villageois disséminés le long des Blue Ridge Mountains. Cette histoire paraissait plausible jusqu'à ce qu'on examine le langage. Le Cherokee est une langue irako-ouïghour. Les autres langues de la famille irako-ouïghour, les Mohawks, les Senecas, les Oneidas et les Tuscaroras, vivaient toutes à plus de 800 mètres au nord et à l'est dans la région des Grands Lacs, au nord de l'État de New York et dans la vallée du Saint-Laurent. Les Cherokees se retrouvaient isolés dans le sud profond, parlant une langue qui n'avait rien à y faire. Les linguistes l'ont remarqué très tôt. Dès le 19e siècle, ils se demandaient comment un peuple parlant une langue irako-ouïghour a-t-il pu se retrouver dans les Appalaches? Pendant des générations, la réponse est restée vague. Peut-être une migration préhistorique, peut-être une séparation très ancienne. Les détails demeuraient obscurs, faute d'outils pour les élucider. L'archéologie permettait de cartographier les établissements et les styles de poterie. La linguistique permettait d'estimer la divergence entre les Cherokees et les groupes iroquoiens du Nord à environ 3500 à 401, ce qui suggérait une séparation à la fin de la période archaïque. Cependant, aucune de ces disciplines ne permettait de déterminer les populations ayant migré leur nombre ni les objets qu'elles transportaient. L'ADN a changé la donne et les réponses qu'il a apportées étaient loin d'être simples. Voici ce que la plupart des gens ignorent. Lorsque les généticiens ont commencé à cataloguer l'ADN mitochondrial des Amérindiens, le système qu'ils ont mis au point était clair, voire élégant. 4 haplogroupes fondateurs nommés A, B, C et D étaient rattachés à des populations d'Asie de l'Est et leur origine était liée à la traversée d'un pont terrestre Bingia lors de la dernière période glaciaire. Environ 97% des lignées maternelles amérindiennes s'inscrivaient dans ces 4 catégories. Le modèle était efficace. Des articles ont été publiés, des manuels scolaires ont été imprimés. Puis les 3% restants ont commencé à poser problème. Une 5e lignée a fait son apparition. Les haplogroupes X et X ne se comportaient pas comme les 4 autres. Les groupes H, L, O, A à D présentent tous des parallèles évidents dans les populations d'Asie de l'Est. C'est ce à quoi on pourrait s'attendre si toutes les lignées fondatrices avaient traversé Bingia depuis la Sibérie. Mais l'haplogroupe X, la version amérindienne, n'est pas concentrée en Asie de l'Est. Ses plus proches parents se trouvent en Europe et en Asie occidentale. Le Moyen-Orient, le Caucase des populations qui n'ont rien à voir avec le passage de Bingia, du moins pas selon le modèle traditionnel. Je dois être prudent car c'est précisément là que le débat est détourné. Régulièrement, certains tentent d'utiliser l'haplogroupe X pour affirmer que les Amérindiens sont en réalité européens, que les anciens Israélites ont colonisé les Amériques ou toute autre fantaisie pseudo-scientifique visant à saper l'identité autochtone. Les données ne démontrent rien de tout cela. Je tiens à être très clair sur ce point. Ce que les données révèlent réellement est plus intéressant et plus complexe. En 1999, 2 équipes ont publié des études marquantes presque simultanément. Michael Brown et ses collègues de l'Université Emory et l'équipe de David Glenn Smith de l'Université de Californie à Davis. Les 2 groupes ont étudié l'haplogroupe X au sein des populations amérindiennes et sont parvenus à la même conclusion: la lignée X amérindienne désignée X2A est bien réelle. Il ne s'agit pas d'une contamination européenne ni d'un mélange datant de l'époque coloniale. Elle a divergé de son homologue eurasien il y a au moins 15 ans, probablement plus. Cette date est capitale. Elle signifie que l'haplogroupe X constituait déjà une lignée distincte avant même l'arrivée des premiers colons sur le continent américain. Il est arrivé avec les fondateurs. Mais voici le lien avec les Cherokees. Lorsque l'équipe de Smith a cartographié la répartition de l'haplogroupe X parmi les populations autochtones d'Amérique du Nord, le constat était frappant. Sa distribution n'était pas uniforme. Il était fortement concentré dans la région des Grands Lacs chez les peuples de langue algonquienne et irakienne, les Ojibwe, les Sioux et les New Channel, et apparaissait à des fréquences plus faibles mais notables.
chez les Cherokees soit la même répartition géographique que celle indiquée par la langue. Si vous êtes du genre à prêter attention lorsque deux preuves totalement indépendantes convergent vers la même conclusion, alors ce sujet devrait vous intéresser car les Cherokees n'étaient pas censés être génétiquement liés à la région des Grands Lacs. Ils étaient considérés comme une population locale du sud-est des Appalaches. Si l'idée qu'une simple lignée génétique puisse réécrire l'histoire des migrations vous intrigue, vous êtes au bon endroit. Nous suivons les preuves, même si elles sont parfois dérangeantes. 3 ans après les études sur le groupe X des haplos, un jeune chercheur de l'Université de Californie à Davis-Ripon-Malhi entreprenait une étude d'une ampleur inédite. Avec ses collègues, il rassemblait des données d'ADN mitochondrial provenant de tout le continent, non pas d'une seule tribu ou région, mais de dizaines de populations s'étendant de l'Arctique jusqu'au golfe du Mexique. 612 échantillons d'ADN mitochondrial provenant d'Amérindiens, 395 séquences complètes du segment hypervariable, autant de fils d'une tapisserie génétique tissée au fil des millénaires. Il s'agissait alors du plus vaste ensemble de données jamais constitué. Lorsque l'équipe a réalisé des analyses d'autocorrélation spatiale en traçant les fréquences des haplogroupes en fonction de la géographie, le continent s'est organisé en 3 groupes distincts. Les populations de l'haplogroupe A ont connu des expansions préhistoriques dans le Grand Nord arctique. Celles de l'haplogroupe B se sont étendues dans le sud-ouest, tandis que celles de l'haplogroupe X, la 5e lignée atypique, se sont développées autour des Grands Lacs. Imaginez ce résultat affiché à l'écran une carte de l'Amérique du Nord avec des points de couleur indiquant les concentrations des différents haplogroupes. Les Grands Lacs s'illuminent pour l'haplogroupe X. Superposons maintenant une seconde carte, celle montrant la répartition connue des langues irako-iraniennes avant le contact avec les Européens. La superposition n'est pas approximative, elle est précise. Attendez, je reviens en arrière car j'ai omis un point important. L'importance de l'haplogroupe X pour comprendre les origines Cherokee ne tient pas seulement au fait que les Cherokees en sont porteurs. Sa répartition géographique coïncide précisément avec la région où les linguistes situent le Protoquan avant la séparation des Cherokees. Il s'agit des Grands Lacs du corridor nord-est, ce territoire même que les traditions orales Cherokee décrivent comme leur patrie avant leur migration vers le sud. Ce n'est pas un simple point de données qui concorde, mais bien 3. Linguistique génétique et tradition orale convergent toutes vers les mêmes coordonnées géographiques. Puis en 2011, les preuves sont devenues encore plus précises. À l'Université d'État de Washington, Deborah Lawrence et Brian Kemp travaillaient sur un projet que la plupart des chercheurs auraient considéré comme secondaire. Ils avaient accès à des restes squelettiques provenant de 3 sites villageois Arakara, situés le long du fleuve Missouri, dans le Dakota du Sud, des sites occupés entre 1600 et 1832 après Jésus-Christ. Les Arakara parlent une langue Kadan, appartenant à une famille linguistique complètement différente de l'Iroquois, complètement différent de Swan. Sur le papier, rien ne laissait présager un lien avec les Cherokees. Ils ont extrait l'ADN mitochondrial de 63 échantillons. 55 ont fourni des données exploitables, soit un taux de réussite de 87% témoignant de la qualité de la conservation. Les 4 principaux groupes haplo sont apparus avec des fréquences respectives de 42% pour l'haplogroupe A, 29% pour l'haplogroupe B, 22% pour l'haplogroupe C et 7% pour l'haplogroupe D. Mais ce n'étaient pas les fréquences elles-mêmes qui importaient. C'était le résultat de l'analyse en coordonnées principales, une méthode statistique qui positionne les populations dans un espace multidimensionnel en fonction de la similarité de leur profil génétique. Imaginez chaque population comme un point dans une pièce. Plus les points sont proches, plus l'ascendance commune est importante. Plus les points sont éloignés, moins elle l'est. Les résultats étaient remarquables. Les Arakara étaient étroitement liés à 2 autres populations, les peuples de langue Chua et les Cherokee. Ils étaient éloignés des Pawnee, leurs plus proches voisins géographiques et culturels, ainsi que des Mandons qui vivaient le long du même réseau hydrographique. Leurs affinités génétiques les plus profondes les unissaient à des groupes situés à des centaines de kilomètres. Une ancienne hypothèse controversée en linguistique appelée théorie Macrowan soutient que les langues irkiennes, Chua et Catawban, partagent un ancêtre commun profond. La plupart des linguistes la considéraient comme non prouvée. Les données ADN de Lawrence et Kemp ne l'ont pas prouvé non plus, mais elles ont considérablement rendu son rejet difficile. Imaginez ce que cela signifie.
3 groupes séparés par des centaines de kilomètres parlant des langues appartenant à 3 familles linguistiques supposément sans lien de parenté. Et leur lignée maternelle ancestrale révélait une ascendance commune, non pas récente, mais très ancienne, antérieure à la divergence même des langues. Ces éléments pris dans leur ensemble démontrent que les lignées maternelles Cherokees portent des traces d'une origine septentrionale, plus précisément de la région des Grands Lacs, ce qui concorde avec une migration vers le sud dans les Appalaches il y a environ 3,0 à 4,0 ans. Ils réfutent ainsi l'ancienne hypothèse selon laquelle les Cherokees formaient une population sédentaire du sud-est dont les racines étaient exclusivement locales. Les schémas de diversité génétique, notamment la présence de l'haplogroupe X et les liens de parenté profonds avec les populations des Grands Lacs et des plaines, ne peuvent s'expliquer par un développement in situ. Ce que cela implique est extraordinaire, un important mouvement de population suffisamment important pour établir une langue et une empreinte génétique dans le sud des Appalaches s'est produit à la fin de la période archaïque, remodelant le paysage culturel du sud-est bien avant l'émergence de la civilisation mississippienne. Mais je dois être honnête quant à l'état actuel du débat car il serait trompeur de le présenter comme une affaire close. J'ai passé beaucoup de temps à chercher un contre-argument convaincant au modèle de la migration vers le nord, et je dois dire que les sceptiques ont soulevé des points légitimes. L'ADN mitochondrial est exclusivement maternel. Il retrace une seule lignée par la mère. Il ne renseigne ni sur l'ascendance paternelle, ni sur l'ADN autosomal, ni sur le patrimoine génétique complet. Une population peut avoir des origines maternelles du Nord, tout en conservant des racines locales profondes par d'autres lignées. Le métissage est complexe, et les données mitochondriales seules ne permettent pas de distinguer une migration massive d'une relation matrimoniale durable sur plusieurs siècles. Un problème d'échantillonnage difficile à ignorer se pose également. La plupart des études ADN Cherokee ont porté sur des populations Cherokee actuelles, principalement des citoyens de la Nation Cherokee en Oklahoma. Or, la piste des larmes de 1838 a contraint environ 16,0 Cherokees à quitter leurs terres ancestrales du sud-est pour les déporter en territoire indien, causant la mort d'environ 4,0 personnes durant le voyage. Un quart de la population a péri. C'est un goulot d'étranglement démographique dévastateur. Le profil génétique des Cherokees d'Oklahoma d'aujourd'hui ne reflète peut-être pas fidèlement la diversité d'avant le conflit. Il pourrait surreprésenter certaines lignées et en sous-représenter d'autres simplement en raison du hasard des survivants. Et oui, je sais que cela peut paraître un détail, mais en génétique des populations, les goulots d'étranglement bouleversent tout. Une lignée rare avant la piste des larmes a pu devenir courante après simplement parce que ses porteurs ont survécu. Une lignée autrefois courante a pu disparaître. J'ai réécrit cette section 3 fois car les données sont véritablement contradictoires. Le goulot d'étranglement est bien réel et complexifie les données, mais il ne supprime pas le signal. Il le rend simplement plus bruité. La tribu Cherokee de l'Est en Caroline du Nord, descendante de ceux qui ont échappé à la déportation, offre une perspective génétique différente. Mais cette population est petite et l'échantillonnage est limité. C'est là que l'histoire devient véritablement frustrante, car les preuves dont nous avons besoin, l'ADN ancien provenant de sites archéologiques précontinentaux, sont quasiment inexistantes. La technologie existe. Des chercheurs ont extrait et séquencé de l'ADN ancien à partir de restes humains à travers les Amériques, notamment celui de l'enfant Anzac vieux de 1200 ans découvert dans le Montana, dont le génome a confirmé que les premiers Américains sont les ancêtres de tous les groupes autochtones actuels. Mais les recherches sur l'ADN ancien en territoire Cherokee nécessitent quelque chose qu'aucune technologie ne peut fournir à elle seule. Cela exige de la confiance. Les communautés autochtones d'Amérique du Nord ont des raisons historiques légitimes et profondes de se méfier de la recherche génétique. Des décennies d'études ont été menées sans consentement éclairé. Des échantillons ont été prélevés sur des restes ancestraux sans l'autorisation de la communauté. Des résultats publiés contredisaient les croyances culturelles ou ont été instrumentalisés pour contester les revendications territoriales. La Nation Cherokee, à l'instar de nombreuses autres nations tribales, applique désormais des protocoles stricts en matière de recherche génétique impliquant ses citoyens et leurs ancêtres. Toute étude d'ADN ancien menée sur le territoire ancestral des Cherokees doit être réalisée en véritable partenariat avec la nation tribale. Plusieurs partenariats de ce type seraient en cours d'élaboration.
La technologie permettant de déterminer si les Cherokees sont arrivés dans les Appalaches lors d'une seule grande migration ou au terme d'un processus graduel s'étalant sur plusieurs siècles, et si les interactions culturelles mississippiennes ont remodelé la diversité génétique Cherokee avant le contact avec les Européens, existent déjà. Les plateformes de séquençage peuvent extraire de l'ADN exploitable à partir de restes vieux de plusieurs milliers d'années. Les modèles statistiques peuvent distinguer la migration du métissage. La réponse est à portée de main. Et ceci est une remarque en marge, mais elle mérite d'être mentionnée car elle s'inscrit dans un contexte plus large. L'essor des tests ADN commerciaux. Ces 10 dernières années a alimenté de nombreuses idées fausses sur l'ascendance Cherokee. Des millions d'Américains se réclament d'une ascendance Cherokee sur la base de tests grand public dont les résultats sont erronés. Ces kits estiment les pourcentages d'ascendance régionale en comparant votre ADN à des panels de référence. Or, les panels de référence pour les populations amérindiennes sont notoirement peu fournis. Un test grand public ne permet pas de déterminer si vous êtes Cherokee. Il peut difficilement vous indiquer si vous êtes amérindien. La véritable science, celle menée en partenariat avec les nations tribales grâce à un échantillonnage contrôlé et à des protocoles d'analyse d'ADN anciens, relève d'une rigueur tout autre. Et c'est cette science et non les kits grand public qui réécrit l'histoire des origines Cherokee. À l'heure actuelle, quelque part dans le sud des Appalaches, des sites archéologiques reposent paisiblement sous des couches de terre forestière. Ces sites recèlent les vestiges matériels de l'une des migrations préhistoriques les plus importantes d'Amérique du Nord. Et dans des laboratoires et des bureaux de conseils tribaux, des discussions ont lieu sur l'opportunité et la manière d'interpréter ces vestiges. La nation Cherokee compte aujourd'hui plus de 450 citoyens. Elle gère son propre gouvernement, ses propres tribunaux, ses propres programmes de revitalisation linguistique et s'implique de plus en plus dans la science génétique selon ses propres modalités, non pas en tant que sujet d'étude, mais en tant que partenaire orientant les questions de recherche. Les Cherokees ont toujours su qu'ils venaient du Nord. Leur récit Kitua l'affirmait. Il a fallu 300-500 ans d'énigmes linguistiques à la science occidentale, 2 décennies de cartographie mitochondriale et l'invention de l'extraction d'ADN ancien pour parvenir à la même conclusion. La question n'est plus de savoir d'où ils viennent, mais à quoi a ressemblé leur voyage. Et pour la première fois, les descendants de ces personnes participent activement à la recherche.